en place donc, son ministère. Entre-temps, fin juillet, il y a eu cet accord pour lancer un institut. Il m'appelle, je m'excuse de parler de ma personne, mais il m'appelle en septembre, ça c'est fin juillet, 28 juillet, un mois après, tout le mois d'août est passé, en septembre, j'étais en congé, comme on appelait, j'étais assistant à la fac, mais j'étais en congé, il m'appelle et il me dit, on a décidé de créer un institut, j'ai besoin de toi. On se connaissait depuis l'UGMA, Tunis, GPRA, etc. Et je me suis toujours occupé de formation, comme il a rappelé tout à l'heure, aussi bien au niveau donc, de l'UGMA que le GPRA, j'étais responsable de services culturels, et ensuite quand l'exécutif a été installé, l'exécutif provisoire à Rocher-Noir, à l'époque, à Abdelrahman Fels, et j'ai été désigné par le GPRA comme directeur de cabinet de Cheikh Bayoud, qui était délégué aux affaires culturelles, et pratiquement la rentrée scolaire difficile de 62, d'octobre 62, était très difficile compte tenu du contexte, à la fois sur le plan du départ des Français, de sabotage, ils ont brûlé le restaurant où il y avait toutes les archives, etc., mais également la situation politique qui n'était pas très claire, etc. Bon, donc c'est l'objet de notre conférence, on peut parler. Et donc je me suis toujours intéressé à ces problèmes, et il m'a dit, bon, on a besoin de toi pour cet institut qui est important pour l'industrie des hydrocarbures et pour notre pays, évidemment. Quand on a besoin de moi, on fait appel à moi, je ne dis jamais non. Alors j'ai dit oui, et naïvement, ça je le raconte, c'est pour ça que je dis à titre anecdotique, je lui ai dit, et cet institut, où est-ce qu'il? Il m'a dit, comment, où est-ce qu'il? Il m'a dit, il n'y a ni locaux, ni personnel administratif, ni personnel enseignant, ni personnel technique, ni élèves, et même pas de budget. Mais, vous êtes alors là, c'était. Mais j'aimerais bien qu'il démarre cette année-là. Nous étions en septembre 65. Eh bien, on a pris les choses en main. Et il a démarré, j'ai toujours la date de 16 octobre 1965, la première promotion de l'IAP a démarré. Alors, dans la première promotion, qu'on avait localisé, alors aussi par des contacts personnels, à l'école polytechnique de Harrach, qui venait d'être agrandie, et où il y avait un étage, une espèce de grenier ou là, qui était entièrement vide, qui n'était pas occupé parce qu'il devait servir comme local technique, mais pour la dernière année de formation de la chimie dans cette industrie, dans cette école polytechnique, j'ai vu. C'est Abdelaziz Ouad Slam, le premier directeur de l'école, le professeur de mathématiques et le premier directeur de l'école polytechnique, et qui a avec plaisir mis à notre disposition cet établissement, et c'est là qu'on a démarré, donc le 16 octobre. Et Ali Boutabi, si Habour ici présent, se rappelle dans quelles conditions on a fonctionné. Ce hangar, on a mis des trucs coulissants, des parois pour mettre d'un côté une petite salle de cours, de l'autre les bureaux des enseignants, le bureau de l'administration. Bon, il faisait tellement froid qu'on a des photos, je crois que c'est pour les gens. On travaillait en manteau, il y avait. Et on a difficilement donc eu 6 candidats qu'on a mis en formation, et ils ont terminé à 4 à la fin de l'année scolaire, une année quoi, parce que parmi ces candidats, il y a notre ami Hamro qui n'est pas là aujourd'hui, il y a Souidi aussi, il n'est pas là. Il est à la Guéna. Il a changé depuis 65. Et malheureusement, les 2 autres, c'est Haïchour et Boucheri. Et je signale que tout en ayant fait démarrer à Harrach, on cherchait évidemment des locaux pour être cet institut. Et là aussi, je rends hommage à un de mes collaborateurs les plus anciens, Slimani Houssine. On travaillait avec une R4, une vieille R4 de Slimani Houssine, personnelle. Alors on a commencé à circuler dans les environs de Harrach, et on est arrivé du côté de là où il y avait l'ancienne foire d'Alger, à côté de l'aéroport, et c'est là où on a vu un établissement, des peintures toutes fraîches, propres, etc. On
on s'est rapproché, on a vu un vieux qui était assis avec son mouton à côté, c'était le gardien de l'établissement. On lui a dit, qu'est-ce que c'est cet établissement? Gagna a dit, sous-préfecture de la Maison Blanche. C'était encore la terminologie française, sous-préfecture Maison Blanche. Tout je me dis, قال لي ما نعرف انا ما فهمتش انا على اساس هنا كاشير كاشير. Et à ce moment-là, on est allé se renseigner au ministère de l'Intérieur à l'époque, où il y avait Hajjala qui était le wali d'Alger, s'appelait déjà le wali 65 membres. Bon, il nous a dit qu'il y a eu un nouveau découpage administratif où la sous-préfecture, d'ailleurs, n'est plus à Maison Blanche, mais à Rouiba. Par conséquent, l'établissement qui a été construit pour ça, mais n'a pas ça. Alors, ça nous intéresse, et il dit, prenez, il n'y a pas de problème. Et c'est là que, parallèlement, cette année-là, on a fait des travaux d'aménagement de cette sous-préfecture, je continue à dire sous-préfecture, et la cérémonie qui a eu lieu à la fin de l'année scolaire 65-66, il doit s'en rappeler, on l'a tenue à Dalbeida, il n'était pas à Harrach, et on a même des photos des méchouis qu'on a offerts aux invités. Et on a fait une transformation relativement facile, simple. Alors, une sous-préfecture, d'ailleurs, il y avait une aile administrative, c'était une aile comme ça, où il y avait un couloir d'un côté du bureau, de l'autre bureau, le personnel d'administration. Et il y avait une salle des fêtes, et il y avait le logement du sous-préfet, en haut. Alors, avec l'aile administrative, alors on a laissé d'un côté les bureaux, c'était les bureaux des enseignants, de l'autre, on a enlevé une cloison sur 2 ou sur 3, et on a fait les laboratoires, les premiers laboratoires, les embryons de laboratoire, où on a démarré par la suite, surtout en chimie, avec des nouveaux, des humains. Et la salle de conférence dernière, on l'a divisée en 2, avec toujours des parois de coulissantes, pour en faire une salle de cours, un centre de documentation, avec Kayouch et Nampé-Anteni, et le logement du sous-préfet, c'était l'administration, mon bureau, le bureau du comptable, de l'administratif, du directeur technique, du directeur des études, etc. Et tout ceci a été fait donc pendant cette période-là, et on fait la cérémonie de fin de la première année scolaire ingénieur. Ceci ne nous a pas empêché donc parallèlement de rechercher pour faire démarrer les techniciens. Et là aussi, donc rapidement, je crois que c'est un titre anecdotique, mais c'est intéressant parce que je reviendrai ensuite sur la leçon qu'il faut tirer de tout cela. Parallèlement, avec l'idée qu'il fallait implanter donc, les centres de techniciens dans les zones industrielles correspondantes, il y a eu un hasard qui a fait qu'en décembre 65, c'est-à-dire juste 2 mois après le démarrage, à Hassim Saoud, il y avait une ancienne caserne militaire française qui avait été occupée par l'OCI. L'OCI, c'était l'organisme de coopération industrielle qui avait été créé par les accords d'Évian, et dont le directeur à l'époque était Lamine Khan. Et il y avait donc cette ancienne caserne où ils formaient des foreurs déjà, du temps des Français, parce qu'ils avaient déjà lancé une formation pour eux, puisque le pétrole a été déjà découvert avant 62. Et il avait une cérémonie de fin de promotion. Il m'avait invité, je suis allé là-bas, et avec Lamine Khan, qui est aussi un ancien de l'UGMA et un ancien camarade qu'on connaissait, etc., je lui ai dit, ce n'est plus la vocation, comme il y a maintenant un institut, est-ce que je peux l'aider? Et c'est à ce moment-là que fin 65, donc décembre 65, fin 65, on a eu l'accord pour lancer le centre de formation foreur, et c'est là où j'ai fait appel à Feschker, qui était un ancien ami de l'UGMA, etc., et qui a pris en charge cet établissement. Ça, c'est le deuxième établissement. Le troisième établissement, on a dit ça, c'est l'amont. Maintenant, en aval, l'aval, j'ai dit tout à l'heure, la zone industrielle qui existait, qui commençait à exister avec le 4e oléoduc, etc.
Et c'était donc l'Ouest. Et je suis allé à Oran avec, là aussi je rends hommage à un des premiers cadres qui a pris beaucoup pour l'IAP, avec c'est Mohamed Ben Ammar. Je suis allé voir le recteur de l'université d'Oran, Dr Lazarek, qui est encore en vie, qui est un ophtalmo réputé, etc. Et que l'UGMA avait envoyé se former en Yougoslavie dans le temps, donc je connaissais personnellement aussi. Je suis allé le voir, au bout de voilà, on a envie de lancer une structure de formation pour techniciens dans le raffinage, etc., techniciens supérieurs ici. Est-ce que tu peux nous donner une idée? Il était déjà le rectorat de l'université d'Oran était à Essénia, côté de l'aéroport. Il m'a dit en face il y a une caserne française qui est vide maintenant. C'était une caserne militaire aérienne. Il y avait une espèce de centre de contrôle de toute la Méditerranée du temps des Français. Et ils étaient partis évidemment. Alors, vous pouvez essayer de voir, c'est inoccupé. Je raconte toujours sur le plan anecdotique. On voulait aller voir au moins comment, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, quelle installation. On n'a vu personne. On est rentré sous le grillage de fer barbelé. C'est moi et moi-même. Sous le grillage. Et on est allé voir. Alors c'était une structure 42 hectares. Bien. Je cite la superficie parce que plus tard ça explique pourquoi ça a été récupéré par l'université pour y mettre là-bas des logements. Bon, donc on a vu ce qu'il y avait comme structure, on a dit on peut toujours commencer avec ça. Et tout d'un coup débarque un lieutenant de l'aviation qui venait de Tafraoui. À l'époque, je parle toujours de 65, fin 65 ou le début 66, en fait, je ne me rappelle par contre même le nom Chercheli, il s'appelait lieutenant Chercheli, qui est venu de Tafaraoui où il y avait l'aviation, la base d'aviation militaire algérienne. Donc, qu'est-ce que vous faites là, etc. On lui a expliqué, voilà, on veut lancer un institut, etc. On était en train de rechercher une structure, etc. Si ça gagne, oui, bon, on ne prévoit rien dedans, mais il faut que votre ministre écrive au ministre de la Défense. Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, on est rentré sur Alger, j'ai vu Al-Islam, Al-Boumdine qui était le ministre de la Défense en même temps, et on a eu l'accord et on a commencé là aussi à préparer l'établissement qui a démarré, comme je l'ai dit tout à l'heure, début 67, la première formation de technicien supérieur. Bon, le reste, c'est moins folklorique, si je puis dire, Skida, Naba, Sétif, etc. Donc là, c'est un peu les conditions dans lesquelles tout ça a été lancé, et je voulais en tirer surtout une première conclusion importante, c'est qu'à l'époque, ce n'est pas dû à des personnes, mais à l'époque, il y avait un volontarisme de la part des responsables qui, de rien, pouvait créer quelque chose, en partant de rien. Aujourd'hui, malgré la présence de Césarine, on leur donne la sonate entière, ils veulent qu'il me manque une gomme pour effacer. Donc, à l'époque, avec rien, on essayait de faire tout. Il y avait à la fois le volontarisme des uns, il y avait aussi un nationalisme, on était unif, et Golkado, il va nous saboter, et ben on crée, etc. Je crois que là, c'est très important. C'est l'esprit donc de créativité, l'esprit volontaire, etc., qui fait qu'on a pu lancer cet établissement dans de bonnes formations. Je crois que c'est important. Bon, alors je voudrais peut-être demander à Sénansage de continuer sur l'avancée sur le plan d'historique et on reviendra à d'autres aspects, parce qu'il y a d'autres aspects purement pédagogiques sur lesquels je voudrais revenir toujours sur la formation et le fonctionnement de l'IA. Voilà, de là où je vais. Pas grand-chose à rajouter. Après votre départ, il y a eu M. Belhabour qui est venu prendre l'intérim de la direction générale pendant une année. Ensuite, c'est Sidi Daoud, ils sont tous les deux là, qui ont pris en main l'IAP. Je me rappelle tout simplement que M. Daoud, qui était là, avait tenté de tout faire pour assainir un petit peu
l'effectif ainsi que les aspects financiers. Je sais que cette période-là, c'était extrêmement difficile. Il pourra nous en parler. Nous avons continué comme ça. Et juste avant, juste avant la venue de M. Sahbi, on a eu la tutelle pédagogique. C'est-à-dire que l'IAP s'est vu l'exercice de la tutelle pédagogique par l'enseignement supérieur. Mais c'était juste un droit de regard sur les programmes. Donc on a donné nos programmes à l'enseignement supérieur et nous avons continué un petit peu à fonctionner selon nos propres programmes. Mais l'ossature ou la structure elle-même de la formation d'ingénieur telle qu'elle était prévue au départ, je parle du cycle long, elle a commencé un petit peu à subir des changements dans la mesure où nous avions une première année avec 6 semaines de stage, une deuxième année avec au moins 4 semaines de stage, si ce n'est plus. La troisième année, kiff, il y avait toujours des stages. Quatrième année, cinquième année, c'est 9 mois de stage, une MSP. Alors, on nous a imposé non seulement un tronc commun de l'université, il fallait la première et deuxième année complètement, par rapport à ce qui a été prévu. Et puis, par la suite, donc, on était obligé de refaire les programmes. Nous avons continué comme ça, et malgré nous, jusqu'à pratiquement, disons, 93, où pratiquement il fallait un petit peu revisiter carrément le programme. L'avènement en 86 de l'autonomie des entreprises a donné un coup fatal à notre formation, c'est-à-dire notre formation était axée sur la formation pratique, des stages en situation professionnelle en première, deuxième, troisième, quatrième, une MSP de 9 mois. Les entreprises ne voulaient plus, pour des raisons diverses, recevoir nos étudiants, et quand vous perdez l'aspect pratique de la chose, vous perdez également, donc vous êtes obligé, soit vous avez des ateliers, et si vous n'avez pas ça, vous compensez avec la théorie. La théorie fait éloigner un petit peu nos ingénieurs du terrain. Donc nous avons continué comme ça, et avec des difficultés, bien que le ministère est venu nous voir ici, je me rappelle, ce Sahbi était là, dans les années 80, juste après 86, 87, 88. Ils sont venus nous dire c'est fini, les étudiants ne seront plus recrutés d'office, parce que tout ingénieur ou technicien qui, à l'époque, sortait de l'IAP ou l'INH était carrément recruté au niveau du secteur. Là, ils sont venus dans cette salle, je me rappelle, nous annoncer qu'avec l'autonomie des entreprises, il va falloir mettre les étudiants, les étudiants seraient mis sur le marché de l'emploi. Bon, ça commençait déjà. Le nombre d'ingénieurs et de techniciens était apparemment suffisant au niveau du secteur, et donc le nombre d'ingénieurs et de techniciens commençait à être vraiment... nos promotions commençaient à s'amenuiser, et on a continué comme ça avec des périodes où pratiquement les promotions allaient vers pratiquement très peu de spécialités qui étaient usitées. Nous avions les capacités pédagogiques, mais il n'y avait pas d'expression de besoin. Donc, jusqu'en 99, l'IAP a été intégré, d'abord en tant que projet à l'intérieur de Sonatrach, exploration, ensuite intégré à Sonatrach, et M. Attar n'est pas là, et il avait assisté un petit peu à la décision qui a été prise à l'époque par M. Yousfi, l'actuel ministre. Avant cela, il y avait Amar Makhloufi qui avait tenté de lui donner un statut, et malheureusement le statut est parti. Il est parti,
quand il a quitté son poste, le dossier a été retiré du SGG et finalement l'IAP a été intégré à Sonatrach en juillet 1999. Après l'intégration de l'IAP, l'IAP a été rattaché au président directeur général. Nous avons fonctionné comme ça ensuite avec un rattachement au niveau de ressources humaines sur le plan tutelle tout simplement. Et puis 2004, on a pensé que, les décideurs ont pensé que l'IAP devait sortir de Sonatrach, donc il y a eu une création d'un groupement d'intérêt commun où il y avait Sonatrach, Sonelgaz et les filiales, 6 filiales. Donc 2004. Ce groupement a été dissous en 2006 et il y a eu la création de l'IAP SPA, Société par Action, en 2006, mise en œuvre la même année jusqu'à 2011 et puis cette Société par Action, Monsieur le ministre de l'Énergie et des Mines est venu à l'IAP en janvier 2011 et il a décidé de la dissolution et ça a été fait par M. Zerguin qui a pris la décision de dissoudre l'IAP. L'IAP SPA étant dissous. Ensuite, il y a eu la création, dans la foulée, il y a eu la création d'une structure à l'intérieur de Sonatrach, l'IAP Corporate Université. Et puis l'IAP est resté comme ça à l'intérieur de Sonatrach. Donc, il y a IAP, établissement public à caractère administratif, jusqu'à pratiquement 98, intégration en tant que projet à l'intérieur de Sonatrach, intégration en tant que entité de Sonatrach, et puis carrément on change un statut, c'est un groupement d'intérêt commun, avec Sonelgaz, Sonatrach et les filiales. Ensuite, une société commerciale IAP SPA pendant 5 ans, et puis la dissolution de cette IAP SPA et le retour, la réintégration, moi je l'appelle comme ça, la réintégration de l'IAP à Sonatrach, et nous sommes à ce jour